Ce 24 février 2016, l'Algérie fête le 45e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Un anniversaire marqué par une conjoncture défavorable ayant entraîné l'effondrement des prix du pétrole sur le marché mondial. Une situation qui a entraîné l'amorce d'un processus de réajustement des prix des produits énergétiques sur le marché domestique. En raison de cette conjoncture particulière, la chaîne Canal Algérie propose cette émission spéciale consacrée à la problématique énergétique en Algérie. Le thème principal proposé permettrait d'aborder le présent tout en se projetant sur l'avenir. Il est question dans cette thématique d'expliquer les moyens qui sont mobilisés pour découvrir les hydrocarbures, ensuite les transporter et les transformer en carburant ou en électricité. Et pour répondre à toutes nos questions, nous recevons cette soirée plusieurs invités. L'objectif, nous éclairer et vous apporter des réponses. Au départ, il y a les indices qui permettent d'identifier l'endroit où se trouverait le pétrole. Et c'est là qu'intervient la géologie pétrolière pour repérer les zones sédimentaires susceptibles de receler cette matière première. L'utilisation de la photographie aérienne, l'utilisation de l'image satellitaire. Depuis la prospection, rares sont les indices qui laissent apparaître la présence de pétrole. C'est là où intervient le travail géophysique de l'ENAGEO. Plusieurs étapes sont nécessaires. Regardez-les dans ce reportage de Youssef Dhili. La prospection s'apparente souvent à un véritable coup de poker. Depuis la surface, rares sont les indices laissant deviner la présence d'un gisement. Ici, nous sommes avec l'équipe de gestion sismique 180 à quelques kilomètres de Zelfana dans la wilaya de Ghartaya. La division exploration relevant de la branche amont de Sonatrach confie un plan de charge d'exploitation sismique à l'ENAGEO, entreprise nationale de géophysique. Cette équipe s'est lancée dans une vaste opération de prospection sismique. Elle utilise pour cela une méthode à la pointe de la technologie. Ces camions émettent de fortes vibrations qui sont captées par plusieurs géophones qui quadrillent toute cette étendue désertique surface. Sur les écrans des ordinateurs, c'est une véritable échographie des entrailles de la Terre qui apparaît en 3D. Les ultrasons révèlent la nature et la forme des roches jusqu'à plus de 2 km de profondeur. La sismique, c'est la première activité dans le processus de recherche pétrolière. Elle consiste à injecter une énergie par des engins vibrateurs dans des points bien définis à l'échelle millimétrique. Cette énergie sera propagée dans le sous-sol et réfléchie. Elle sera enregistrée par des géophones implantés dans des points bien définis. On envoie un signal, une vibration. Cette vibration crée une onde de choc. Il y a propagation de l'onde. Et la sismique elle est basée sur le principe de la vitesse. Donc dès qu'il y a un contraste d'impédance impédique, c'est-à-dire changement de l'éthologie, donc automatiquement il y a réflexion d'une partie du signal qui revient en surface, elle est enregistrée par le géophone. La digitalisation, l'échantillonnage, ils se font au niveau des bâtis. C'est pour ça qu'on parle de laboratoire télémétrique. La mission IG-180, c'est l'une des missions par de l'entreprise nationale de géophysique. Elle consiste à la détection et la recherche des hydrocarbures dans la méthode conventionnelle dite la sismique réflexion. Le principe de cette méthode, c'est d'envoyer des ondes sismiques dans le sous-sol, puis enregistrer la réflexion ou bien la réponse par des câbles et des géophones, sous forme de signaux électriques. Ces signaux électriques vont être traités et amplifiés et envoyés dans le mode d'enregistrement et le traitement Lorsqu'une zone prometteuse est identifiée, un autre type de machine entre en action, les appareils de forage. Ces gigantesques appareils creusent et ramènent dans ces tubes ce qu'on appelle une carotte. En d'autres termes, un échantillon de roche. L'analyse des échantillons permet de confirmer ou non la présence du pétrole. C'est à ce moment-là que la division forage de Sonatrach fait appel au service de l'entreprise nationale de forage ou l'entreprise nationale des travaux au puits. C'est pas les deux compagnies, c'est pas le choix
d'une ou l'autre compagnie qui est la question. La question, c'est la capacité de l'appareil qui exécute ces opérations. C'est à base de la cote qu'on va atteindre, c'est à partir de là qu'on calcule la capacité de l'appareil qui doit exécuter ce puits. Avant, on travaillait avec les appareils mécaniques. Après, on a travaillé avec le système SCR, on l'appelle système SCR. Après, on a évolué un peu. On est parvenu à acquérir des appareils. Les appareils, c'est les SCR, avec système PLC, comme les appareils 44, 45, 46, 47. Après, on est parvenu à faire des nouvelles acquisitions. C'est des nouveaux appareils, c'est le VFD. On arrive, on installe notre appareil. On commence à travailler en collaboration avec le superviseur sur notre activité. On suit le programme, on essaie de le réaliser dans les normes. Pour le transfert d'un puits à un autre, on prend généralement 10 jours. Tout cet appareil, c'est 10 jours à 13 jours, on installe, on commence à travailler dans un puits. La puissance est 1000 HP, c'est national worldwide. Plusieurs types de forage sont utilisés dans ces puits. Entre le forage horizontal et le forage vertical, c'est toute une logistique qui change, comme nous l'explique ce superviseur de Sonatrach. Le forage horizontal, il tendait sur deux plans, à la moustawaïn, un forage sur un plan horizontal et un plan vertical. C'est-à-dire que باش ندير الاسقاطات les extrapolations des surveilles تاع الاحداثيه تاع البير هذا لازم نديرهم على زوج محتويات. C'est-à-dire que يروح هك من بعد كيعاود يدور كيما هكا يعاود يدور على مستوى افقي. دونك الفيرتيكال يكون على مستوى عمودي والهوريزونتال يكون على مستوى افقي. دونك يكون داخل الريزيرفوار. تقول لي مثلا علاه الفوري والهوريزونتال باسكو لا سيرفاس دو كونتاكت مع الريزيرفوار في الفورج هوريزونتال يكون كبير على هذه اللي نديروا له فورج هوريزونتال. من ضمن ليزافونتاج تاعو. Entre-temps, plusieurs chercheurs travaillent sans relâche, objectif mieux comprendre les processus de formation du pétrole et améliorer l'efficacité de la prospection. Hakim est un géologue. Sa mission, analyser les échantillons récoltés au cœur des fragments rocheux. Il traque les moindres résidus des matières organiques. Donc après le recueillement des échantillons, on procède à l'analyse des échantillons et de l'élaboration des master logs. Donc les échantillons recueillis par le demandeur, on analyse les échantillons, puis on détermine la nature du type de formation. Dès le début de forage, le géologue intervient dans toute la procédure de forage. Les résultats de l'exploitation et du traitement sismique ainsi que du forage permettent à Sonatrach de statuer si le gisement est économiquement rentable. Dans le cas où la rentabilité est confirmée, le plan de développement du nouveau gisement est lancé. Il est alors fait appel à une entreprise parapétrolière, le NSP, l'entreprise nationale des services aux puits, une entreprise qui intervient également en cas de problème, comme c'est le cas ici, dans ce puits de pétrole. Et ça a été signalé par nos services, donc on a fait appel aux gens de l'ENSP pour pouvoir régler ce problème. L'intervention de l'ENSP consiste à déboucher ce puits de dépôt de sel fait. En plus, on va contrôler le fond du puits pour voir si le sel bouche les perforations ou non. Notre puits lui faut des installations de surface permettant d'acheminer le brut qui sort via ces canalisations vers ce centre de traitement de pétrole. Ce dernier subit une phase de séparation de gaz associés, de lavage des sels et d'élimination des eaux. Et pour répondre à nos questions, avec nous sur ce premier plateau, M. Youssef Boukhalfa, président directeur général de l'ENAGEO, M. Slimane Medbar, président directeur général de l'ENAFOR, ainsi que M. Ibrahim Hammoudi, président directeur général de l'ENTP. Messieurs, bonsoir. Comment sont organisées les missions de prospection pétrolière en Algérie? Donc les missions de prospection se déroulent généralement en 3 parties, 3 étapes.
La première étape, c'est une étape de reconnaissance géologique. La deuxième étape, la reconnaissance géologique, c'est pour déterminer les sites où on doit faire des études géophysiques. La deuxième étape, donc, c'est la géophysique, c'est la réalisation d'études géophysiques, que ce soit en 2D, en sismique 2D à 2 dimensions ou en sismique 3D. Tout dépend de la connaissance que nous avons sur le prospect. Maintenant, si nous avons déjà quelques connaissances, on peut aller dans le détail, on utilise la 3D. Si nous n'avons pas de données géophysiques, on peut d'ores et déjà faire la 2D. Et la troisième étape, c'est une étape de vérification, c'est le forage. Donc c'est pour confirmer les suppositions qui ont été faites par la géophysique, par les géophysiciens et par les géologues. L'introduction de la 3D en Algérie remonte à quel temps? La première sismique 3D en Algérie, elle a été faite en 1996 pour le compte d'un associé de Sonatrach. Mais des travaux ont été réalisés auparavant. C'était en 1993 sur le puits de Haoud Berkawi, sur le puits de Zakar, à côté de Ouergla. Donc c'est une sismique 3D. Donc Nagio, il a fait cette sismique pour le compte du POD, mais ce n'est pas nous qui avons fait le traitement des données. Donc nous avons uniquement fait de l'acquisition. Donc de là, on est resté jusqu'à 96, donc il fallait faire des développements au sein de l'entreprise, il fallait que les ingénieurs se penchent sur cette nouvelle méthode. Donc il y avait des techniciens, des ingénieurs de l'époque qui ont commencé à travailler sur le logiciel de planning. On a réussi, donc en 1996, la première étude aussi en 1996 ça a été fait pour Sonatrach Exploration à Hassid Zabat. Donc nous l'avons fait en collaboration avec Sonatrach, avec les ingénieurs de Sonatrach. Nous avons fait le paramétrage avec les ingénieurs de Sonatrach, donc ça a abouti à de bons résultats et ça a été très réconfortant pour nous. Monsieur Boukhalifa, est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les différents intervenants sur le terrain durant les travaux de prospection et pourquoi deux études, une géologique et l'autre géophysique? Donc les intervenants actuellement, c'est pour les études géologiques, c'est Sonatrach Exploration. Donc il y a des groupes de géologues, il y a des géophysiciens, mais ce sont pour les études géologiques, ce sont les géologues qui sont concernés, plus les hydrogéologues, plus les géochimistes. À seconde étape, le deuxième intervenant, c'est le NAGEO, c'est l'entreprise nationale de géophysique pour tout ce qui concerne la géophysique. Et la troisième étape, le dernier intervenant, c'est bien les sociétés de forage qui, dans les PDG, sont là, sur ce plateau, M. Delmafor et l'ONTP. Voilà. Donc, les études qui se font au préalable, ce sont les études géologiques. Les études géologiques, pour qu'ils soient programmés sur des prospects ou sur des périmètres, il faut que le géologue ait des données de départ. Les données de départ peuvent provenir de la télédétection, peuvent provenir des photographies aériennes, pour lui donner un aperçu sur les affleurements. Et de là, les géologues se déplacent sur chantier pour faire des observations à l'œil nu. Donc, pendant cette étape, le géologue doit repérer le lieu où se trouve l'affleurement. Il doit prendre certains paramètres, doit mesurer certains paramètres, c'est-à-dire les paramètres de pondage des couches qui affleurent, les paramètres aussi de la direction du pondage, faire une description succincte de la lithologie et ramener avec lui des échantillons pour des analyses qui seront faites au niveau des laboratoires. Et ces analyses concernent la datation des roches et concernent aussi des analyses géochimiques pour voir les fractions, pour connaître les fractions en matière organique qui sont contenues dans ces roches. Quant à la géophysique, c'est une étude qui est indirecte, donc à partir de la surface, nous avons des moyens techniques qui nous permettent d'avoir une image de la subsurface que le géologue ne peut pas avoir. D'accord. Okay. Donc la seule différence, c'est que les observations qui sont faites par le géologue, c'est en surface. Par contre, les observations ou les mesures qui sont faites par le géophysicien vont en profondeur. D'accord. Ils doivent travailler conjointement. Bien sûr. D'accord. Et en quoi consiste exactement la sismique? La sismique, c'est une méthode de géophysique qui a été développée depuis 1930
Donc les premières études sismiques ont été réalisées en 1930, c'était des études de réfraction. Du temps a passé, on a vu une grande évolution de cette sismique. La sismique qui était par le passé la simple sismique de réfraction, il est passé à la sismique réflexion, il est passé à la sismique 3D, réflexion. Donc c'est quoi la sismique? La sismique consiste à générer en surface une onde mécanique avec un engin vibrateur, avec une chute de poids ou bien avec un explosif. Cette vibration mécanique se propage à travers le sol et à la rencontre des interfaces géologiques, c'est la discordance qui existe entre deux couches géologiques, on prend en exemple le calcaire et le grès, qui ont des caractéristiques pétrophysiques différentes, donc qui ont des impédances, ce qu'on appelle, l'ingénieur tout à l'heure, il a signé les impédances acoustiques en termes géophysiques, quand ils sont différents, il y a le phénomène de l'optique géométrique, la physique optique qui se développe au sein de cette interface. Cela veut dire qu'il y a réflexion d'énergie, qu'il y a réfraction de cette énergie. L'énergie qui est réfractée continue son chemin, il sera réfléchi par des miroirs plus profonds, par des interfaces plus profondes. Au niveau de la surface, donc nous disposons de capteurs. Quand il s'agit du sismique 2D, les capteurs sont déployés sur une ligne à égale distance. Mais quand il s'agit de 3D, ces capteurs sont déployés sur des surfaces, avec un maillage bien défini au préalable. Monsieur Boukhata, vous voulez dire par là que la sismique nous amènera assurément vers une découverte, aller vers une découverte? Non, pas suffisamment. D'ailleurs, je dis mais c'est un segment. Non, la géophysique, vous pouvez avoir des structures, mais qui contiennent des eaux. D'accord. Donc, c'est des puits qu'on peut forer et qu'on va forer, peut-être ils seront secs. Donc, s'il y a des puits secs, cela veut dire que la géophysique, sur la base de laquelle on a projeté nos forages, a donné de mauvais résultats. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a la géophysique aussi, il y a la géologie. Le géologue doit contribuer. Allez-y, monsieur Medjbar. Alors, c'est pas tous les puits, sur tous les puits qu'on découvre des hydrocarbures. Une moyenne mondiale, c'est 30% des découvertes. Si on force 100 puits, on découvre sur des découvertes de 30 découvertes. D'accord. Okay. Donc, c'est pas sur tous les puits. Okay. Mais seulement des puits secs, c'est pas une perte. On les considère comme des puits stratigraphiques. Donc, on connaît l'endroit. D'accord. Alors, en fait, quelles sont les conditions à réunir sur le terrain pour qu'il y ait du pétrole? On pourra parler d'une découverte de pétrole. Vous savez que le pétrole est généré par la matière organique vivante. Donc, cette matière organique qui provient, c'est les algues, c'est le plancton, c'est les végétaux d'origine aquatique ou d'origine continentale. Donc, quand ces végétaux, quand cette matière organique vivante meurt, donc il subit des processus suite à la sédimentation, qui est en permanence. Donc, ces sédiments qui sont déposés au fond des lacs, au fond des océans, ou bien au fond des deltas, donc subissent quelques transformations. Donc, avec la première sédimentation qui va avoir lieu, en présence des bactéries, cette matière organique devient une matière solide appelée le kérogène. D'accord. Il est solide. Donc, avec les cycles de sédimentation successifs, cette roche-mère qui contient le kérosène est bien entraînée vers les profondeurs. Donc, il y a une succession de couches qui viennent au-dessus. Donc, la matière organique condamnée ou bien piégée dans la roche-mère, elle est entraînée vers des profondeurs. Donc, connaissant le degré géothermique, c'est-à-dire la géothermie, donc, qui est croissante en fonction de la profondeur, et la pression aussi des couches qui croît en fonction de la profondeur. Donc, ce kérogène, cette matière, subit un craquage thermique qui libère des molécules d'hydrocarbures. Donc, ces molécules d'hydrocarbures qui sont générées, qui sont expulsées du kérogène, ils sont dans la roche-mère. Mais ils demeurent encore dans la roche-mère. Donc, la roche-mère, généralement, elle est peu perméable, elle est peu poreuse. Donc, avec l'augmentation des températures qui seront succédées aussi suite à la sédimentation,
l'augmentation de température et l'augmentation de pression fait en sorte que ce pétrole quitte la roche-mère pour migrer dans des endroits où il sera piégé par des couches qui ne lui permettent pas de remonter en surface. D'accord. Alors après réalisation de toutes les études de prospection, on procède au forage. Comment est-il donc réalisé, M. Mejbar? Bonsoir madame. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de choisir ce site qui illustre un peu le forage. Oui, merci. Donc voilà, c'est l'appareil de forage. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Donc le forage, c'est une étape incontournable pour confirmer les résultats géophysiques et géologiques. Donc après les études de nos amis géologues et géophysiciens, on passe au forage. Le forage, c'est quoi? C'est tout simplement creuser un trou pour aller vers le réservoir indiqué par les études sismiques et géologiques. Donc il y a un travail d'ingénierie avant de commencer le forage. Donc sur la base des résultats géophysiques et géologiques, donc il nous indique quelle est la profondeur approximative pour un puits d'exploration, les différentes couches à traverser, les hauteurs, les épaisseurs des couches. Donc il y a un travail d'ingénierie avant de commencer le forage sur le terrain. On pourrait parler d'une ressource humaine très importante, d'un matériel gigantesque. Ah oui, comme vous voyez, c'est des matériels lourds. Donc le forage, c'est un métier particulièrement à risque. Ouais. Il y a le risque, un danger sur le terrain. Il y a même un risque opérationnel. Des fois, on rate les puits, des fois il y a des éruptions si on n'utilise pas des paramètres adéquats. Donc tout un travail d'ingénierie se fait avant le forage. Maintenant, lorsqu'on termine le programme de forage, donc on commence à forer. Avec cet appareil, c'est un moyen principal pour aller vers les horizons profonds. Et il y a même tout à l'heure, M. Zarib va parler un peu d'autres moyens qui sont les services au puits. Mais le moyen principal, c'est l'appareil de forage. Est-ce qu'on pourrait savoir quelle profondeur, vous allez à quelle profondeur en Algérie? Les profondeurs en Algérie sont, d'un endroit à l'autre, sont différentes. On peut aller de 900 mètres, comme la région de Ain Amenas est gelée, jusqu'à 6300 mètres dans le bassin de Berkine. On a atteint ces profondeurs. Maintenant, ces derniers temps, 40% de nos forages en exploration dépasse 5000 mètres et 60% dépasse 4000 mètres. Donc maintenant, les réservoirs sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Maintenant, à traverser ces couches, il faut connaître les caractéristiques de chaque roche. Parce que traverser une roche, c'est comme traverser une frontière. Pour traverser une frontière, la meilleure façon de le faire, c'est de connaître la langue. Oui. Et la roche, pour la traverser, il faut connaître ses caractéristiques. La roche dans les profondeurs, elle est vivante, elle bouge. Donc, si on peut expliquer ça simplement, il a deux caractéristiques principales. C'est la pression de pore et la pression de frac. Donc il faut connaître ce faux filet entre ces deux paramètres pour ne pas casser la roche et pour ne pas laisser la roche venir. Voilà à peu près la technique de forage. Et donc il y a plusieurs phases. Chaque famille de roches, on les fore avec une même phase. Et à chaque fois, on passe jusqu'à atteindre le réservoir indiqué par les études sismiques et géologiques. Maintenant, il n'y a pas, même avec la technologie, il n'y a pas une technologie qui remplace le forage pour dire qu'il y a un hydrocarbure à telle phase. D'accord, on voit dans les études sismiques et réservoirs possibilité de présence d'un réservoir hydrocarbure, mais sans le forage, on ne peut pas le confirmer. Donc, une fois atteint le réservoir, on fait des tests de carottes, comme
On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Et on fait des tests de production. Maintenant, voilà... Pour réaliser un forage, M. Medjbari, il faut faire appel à plusieurs métiers, à plusieurs ressources humaines qualifiées. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les métiers en fait compte? Alors maintenant, il y a le foreur, il y a les géologues, il y a le réservoir, il y a les exploitants, tout ça. Donc, et les sociétés de services, chacun a sa spécialité. Et tout à l'heure, on a même parlé des forages horizontaux. Horizontaux, il a bien expliqué, je crois, dans le reportage. Mais on peut imaginer un réservoir comme un cylindre. D'accord. Qui a une épaisseur de une centaine de mètres, mais qui a un diamètre de dizaines de kilomètres. D'accord. Donc, comme la production d'un puits, il est directement proportionnel au contact de la formation. Donc, des fois, on va aller en vertical jusqu'à 3400 mètres. Et ensuite, on fore un drain horizontal de 1000 mètres. Comme on le fait à Hassib Soud. D'accord. Monsieur Hamoudi, président directeur général de l'ONGP, alors l'entreprise nationale des travaux de puits intervient également. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot, savoir quels sont les métiers qui interviennent dans cette phase? Bonsoir. Donc les phases d'un forage, d'un puits, puisque un puits maximum peut avoir 6 phases, puisqu'on commence par le plus grand diamètre et on termine avec un diamètre plus faible. En général, c'est 4,5 pouces. Les spécialités qui interviennent en plus des ingénieurs forage, des ingénieurs géologues, aussi d'autres spécialités, c'est des ingénieurs pour assurer la cimentation des différents tubages du tube qu'on les descend avec des différents diamètres, cimenter, assurer l'isolation des différentes couches pour arriver enfin au réservoir. Lorsqu'on arrive au réservoir, comme ça la couche elle est isolée et on peut, comme il vient de dire mon collègue, tester le puits dans les bonnes conditions de sécurité et de production. Maintenant, ce forage, il y a une équipe pluridisciplinaire sur le chantier. Et pour faire un forage, il faut avoir des gens expérimentés, des gens bien formés, dans le métier. Merci. D'accord. À quel moment parle-t-on de découverte et que fait-on après la première découverte? Monsieur Medjbari, allez-y. Alors maintenant, lorsqu'on fait une découverte, tout le monde est heureux, content. Ensuite, pour un peu définir les dimensions du gisement, on fait ce qu'on appelle les forages de délinéation. D'accord. Donc on va faire tout autour quelques puits de délinéation pour définir les dimensions du réservoir, avant de passer à la production. Donc ces forages de délinéation, ils font partie de l'activité exploration. Donc lorsqu'on définit, il y a tout un dossier à préparer et on le met à la disposition des ingénieurs de réservoir qui sont au niveau c'est une activité au niveau de l'amont pétrolier. Donc, ces ingénieurs réservoirs, donc ils vont faire d'autres études de réservoir pour définir un plan de développement. Donc, pour combien de forages, combien de volumes attendus, etc. Donc, voilà à peu près, après la découverte, donc il y a la délinéation, ensuite la production. Merci. Allez-y, monsieur Boukhalfa. Donc, il va parler de problème de délinéation. Donc, quand vous forez un puits, vous avez la découverte. Où est-ce que vous allez forer d'autres puits? Donc, sur la base de la géophysique, cela ne suffit pas. Donc, vous devez faire la caractérisation. Donc, vous devez projeter les paramètres pétrophysiques du puits dans l'espace où vous avez fait la sismique 3D. Donc, la sismique 3D, avec les paramètres pétrophysiques que vous avez recueillis dans le cadre du logging qui a été fait, c'est le travail de NSP. Donc vous pouvez projeter la distribution des paramètres pétrophysiques dans le champ où vous avez fait la 3D, la sismique 3D. À ce moment-là, vous pouvez déterminer les endroits où vous pouvez
faire de nouvelles implantations. Voilà. D'accord. Monsieur Hamoudi? Bien sûr, puisque lorsqu'on réalise un puits, le premier puits, c'est un puits d'exploration, on dit qu'on a une découverte. Maintenant, il faut évaluer cette découverte. Il faut voir les volumes, combien. Et même sur ce puits, on peut réaliser aussi des travaux sismiques. On peut faire des travaux sismiques pour qu'on puisse avoir l'étendue de ce réservoir. Par la suite, toujours cette étendue doit être confirmée par des forages de délinéation pour qu'on puisse par la suite avoir une idée et faire les études et arrêter un plan par la suite de développement de ce réservoir. D'accord. Merci messieurs, monsieur Youssef Boukhalfa, merci, président directeur de l'ENAGE, monsieur Slimane Medjbar, président directeur général de l'ENAFOR, ainsi que monsieur Hamoudi Ibrahim, président directeur général de l'ENTP. Merci pour toutes les réponses. Merci à vous. Une fois la découverte du gisement établie, c'est ensuite la décision du développement qui doit être prise afin d'engager les investissements nécessaires et qui peuvent être importants à l'ordre de plusieurs milliards de dollars dans certains cas. Une fois la décision de développement octroyée par l'autorité concernée, il y a un travail d'étude d'ingénierie qui est fait pour déterminer le montant de l'investissement et les différentes parties de l'usine de production, l'usine en elle-même, les moyens de transport pour acheminer le pétrole jusqu'au lieu de commercialisation, port, raffinerie. La base de vie des travailleurs chargés de veiller à la production 24 heures sur 24. Une fois le puits est en production, il est raccordé vers les centres de raffinerie où le pétrole brut subit plusieurs traitements. Ensuite, Naftal prend le relais pour distribuer, commercialiser le carburant. Vous allez suivre le reportage de Youssef Dheli. Une partie de la production est acheminée vers la raffinerie de Hassim Saoud, RH-M2, pour produire le sans-plan, le super et le gasoil, des carburants destinés au marché local. Cette raffinerie produit également du kérosène destiné aux besoins du transport aérien, une partie importante du pétrole produit à Hassim Saoud, connu sous le label Sahara Blend. Un pétrole léger et de bonne qualité est expédié vers les raffineries du Nord, à savoir Arzew, Skikda et Alger, ainsi que vers les 3 terminaux marins d'exportation que sont Arzew, Skikda et Béjaïa. Après l'acheminement du brut vers les complexes de raffinage, le pétrole arrive dans ses tours de distillation. Il est ensuite chauffé à 360 degrés, autant dire qu'à cette température, il a tendance à se vaporiser. Les hydrocarbures les plus légers remontent automatiquement au haut de la colonne, les plus lourds vont rester en bas. À 40 degrés, les gaz butane et propane sont récupérés. À une température inférieure, on récupère les essences pour les voitures, ainsi que certains produits chimiques, matières premières, rentrant dans la fabrication du plastique et enfin du fioul et du kérosène, ainsi que le bitume utilisé comme goudron pour les routes. À l'exemple de la raffinerie de Hassim Saoud, la production de sel d'Alger, située à Sidi Erzine à Barraqi, répond à la demande du marché local, dont une partie des produits raffinés est livrée ici dans cet important centre de stockage de Naftal situé au Caroubier. Un centre qui a pour mission principale la distribution et la commercialisation des produits pétroliers sur l'ensemble des régions du nord du pays. Ici, des opérations à l'exemple de l'enfûtage GPL, la distribution, le stockage et la commercialisation des carburants, lubrifiants, bitume, pneumatiques, GPL, carburants sont menées quotidiennement. Plus de 6000 mètres cubes de carburant sont distribués chaque jour par le biais des wagons de chemin de fer et des camions-citernes pour alimenter plusieurs wilayas du centre du pays. On reçoit le produit de notre fournisseur, donc c'est la raffinerie. Donc le camion se présente au niveau de la rampe de chargement, il charge sa quantité et il est plombé sur place. Donc le camion, quand il se déplace sur route, donc il est plombé à la sortie du dépôt jusqu'à l'arrivée au niveau de sa station de service. Au niveau de la station de service, donc nous avons des chefs de station, des chefs d'équipe qui ont la responsabilité de réceptionner ce produit. À partir de là, ils font un contrôle de qualité et de quantité. Donc pour la partie quantité, donc ils montent sur le camion, ils déplombe le camion,
ils ont un sable de dosage avec une table de mesure pour confirmer la quantité réceptionnée sur les documents de réception. Et au niveau du dépotage, donc ils ouvrent la vanne de dépotage, ils dépotent une petite quantité sur le seau, ils ont un seau, et là ils contrôlent visuellement le produit parce qu'on peut constater, je dirais, une présence d'impuretés ou bien d'eau au niveau des premières gouttes. Parce que le camion, quand il se déplace, il y a une décantation du produit, donc toutes les impuretés, s'il y a une présence d'eau, ça se voit aux premières gouttes. Mais avant toute opération, un contrôle de qualité des carburants est mené par des équipes spécialisées de Naftal. De réception du produit, et dès qu'on confirme que la conformité du produit, on donne le top de ravitailler les dépôts. À partir de là, quand l'opération va se terminer pour mettre les dépôts à niveau, avant de livrer ce produit, au niveau de chaque dépôt Naftal, nous avons des laboratoires qui prennent des échantillons et qui fassent un deuxième contrôle au niveau des laboratoires des centres de distribution. Et à partir de là, ils donnent le top de livraison vers la station-service. Donc là, quand ils confirment que la qualité du produit, l'aspect est conforme, on commence à procéder au dépotage au niveau des cuves. À partir de là, si la pâte de Mansurac, elle ne change pas de couleur, elle est conforme, on commercialise ce produit. Et si on détecte un petit problème, technique, on arrête la vente automatiquement. Comme on vient de le voir, le litre d'essence qu'on met dans le réservoir de notre véhicule n'est pas tombé du ciel. Ce carburant est produit après un long et coûteux processus qui commence à partir de l'exploration et le forage de pétrole dans notre grand désert, passant par le raffinage et le transport pour finir son parcours dans une station-service. Et pour répondre à nos questions, avec nous sur ce deuxième plateau, M. Mermouch Ali Djilani, directeur régional de Hassim Messaoud, son Atrak, M. Abdelghani Zerib, président directeur général de l'ENSP, et M. Houssine Rizou, président directeur général de Naftal. Messieurs, bonsoir. Comment peut-on évaluer le gisement et savoir que la découverte est commerciale et qu'il faut investir dans les installations de production? M. Mermouch Ali, s'il vous plaît. Okay. Donc l'évaluation d'un gisement s'effectue avec la réalisation des opérations qui se font sur le premier puits de la découverte, sur les puits de délignation et même sur les puits de développement plus tard. Ces opérations consistent à connaître quel est le volume qui se trouve au niveau du réservoir, le volume en hydrocarbures. Donc, on réalise des carottes qui nous permettent de savoir quelle est la hauteur là où il y a de l'huile, quelle est la perméabilité, parce que est-ce qu'il y a une perméabilité qui permet au fluide de se déplacer, quelle est la porosité, c'est-à-dire le volume du vide là où il y a des hydrocarbures, et quelle est la saturation de cette roche. Aussi, on fait des diagraphies qui vont nous permettre aussi de déterminer la hauteur de la couche qui contient un IB d'huile. Donc, en plus, pour chaque puits, on fait ce qu'on appelle le DST, c'est-à-dire on fait produire le puits pendant la réalisation du forage. Qu'est-ce qu'on détermine? On détermine la pression du gisement, la pression dynamique, c'est-à-dire quand on fait produire le puits, quelle est sa pression dynamique? Est-ce que ce puits puisse produire seul dans les installations? Quelle est la pression en tête? On fait aussi des prélèvements, des échantillons qui vont nous permettre de connaître la composition de l'huile, la composition du gaz, pour qu'on ait une idée sur les installations qu'on va mettre par la suite et quelle est la nature de ce fluide. En plus, donc, comme je disais, il va y avoir des puits de délignation associés avec l'image qui a été donnée par la sismique. Donc, ça nous donne un petit peu en dimension, en hauteur, plus en espace. On détermine un volume d'huile au niveau du gisement et aussi on détermine un volume récupérable.
un volume récupérable. Donc, une fois qu'on a ces données, ça dépend. Donc, ça dépend. Est-ce qu'on a des installations de traitement qui ne sont pas loin par rapport à cette découverte, auquel cas on va acheminer cette production vers ces installations. Si c'est pas le cas, donc c'est une découverte un petit peu isolée. Il faut voir le côté économique des choses et s'assurer que si on développe ce gisement avec les forages et avec tout ce qui suit, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est économique? Alors, on pourrait savoir quelles sont les différentes étapes avant le début de la production et comment est organisé en fait le développement du gisement, Monsieur Larmouch Ali. Une fois la décision est prise de dire voilà, c'est un gisement, c'est une découverte, il faut développer. Donc il faut arrêter un plan de développement qui consiste à dire combien de puits je veux faire, en combien de temps, en quelle phase, est-ce que les puits que je veux forer, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à produire seuls ou il va falloir que j'injecte quelque chose pour les soutenir. C'est-à-dire je vais injecter soit du gaz que je vais récupérer, soit de l'eau. Et aussi, donc, le boosting. Les unités boosting ça dépend. Une fois, ça dépend du gisement. Il y a certains gisements qui ont assez de pression. Il y a un aquifère très actif, auquel cas vous n'aurez pas besoin de faire un maintien de pression. Et d'autres auront besoin d'un maintien. Donc, il faut booster le gaz que vous avez récupéré lors de séparation. Et vous allez le booster au niveau du réservoir pour le cas de Hassi Messoud, pour qu'il pousse aussi l'huile et fait une récupération, ce qu'on appelle la récupération miscible. Aussi, il y a des cas, là on injecte de l'eau, carrément de l'eau, pour maintenir la pression. Donc aussi par rapport à ça, il y a aussi dans l'étude qu'on fait initialement, donc il faut qu'on ait une idée, est-ce que on aura besoin d'un autre mode de production parce que il se pourrait qu'il n'y a pas assez d'énergie et auquel cas il va falloir injecter du gaz dans le puits pour le maintenir ouvert. Donc c'est le gaz lift, le type de gaz lift. Et à ce moment-là, c'est toutes ces installations qu'on doit les estimer pour dire que voilà, avant de passer aux installations. Alors, une fois le pétrole sorti sous terre, comment s'organise le traitement de cette huile et son raffinage, M. Larmouch? Une fois les puits réalisés, donc le plan de développement est arrêté, donc il y a les forages qui continuent à être réalisés, donc on réalise toutes les opérations. En même temps, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a premièrement les installations de surface. Donc il faut faire de la collecte pour ramasser cette production. Et avec ce qu'on appelle la collecte. C'est des diamètres qui varient suivant le débit du puits lui-même, parce qu'il y a un débit faible, il y a un débit moyen, donc généralement c'est à peu près 10 cm à 15 cm, voire certains puits si le débit est important, voire même jusqu'à 20 cm, c'est-à-dire 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces. Donc avoir de la collecte qui va arriver, cette collecte qui va arriver au niveau d'un manifold. Imaginez un champ, donc il se pourrait qu'il y a une vingtaine, voire une cinquantaine de manifolds qui ramassent, chaque manifold ramasse un certain nombre de puits, et à partir de ce manifold, il y aura ce qu'on appelle les collecteurs. Donc il va collecter toute cette production qui va la ramener vers le centre de production. Au niveau du centre de production, donc la première étape, c'est la séparation. Donc, parce que généralement, l'huile, quand on le récupère, il est toujours associé avec le gaz. En moyenne, dans la majorité des gisements en Algérie, on a à peu près 180 mètres cubes de gaz avec un mètre cube d'huile. Donc, on récupère donc pour de faire la séparation en dégradation, on diminue sur 4 étages la pression, le gaz récupéré. Donc il contient toujours du lourd. Donc on va le faire passer par des unités GPL pour récupérer du condensat.
Ok, donc c'est le gaz et qu'on va le prendre après, soit le réinjecter, soit le mettre dans le circuit de vente. Quant à l'huile récupérée, déjà elle contient un petit peu de gaz, donc elle ne peut pas être directement injectée dans les canalisations de transport. En plus, cette huile récupérée, ce pétrole contient encore un peu de sel. Un peu de sel, généralement, la salinité, on dit, elle peut être jusqu'à 500 mg par litre. Donc, on ne peut pas la mettre dans les canalisations qui risquent de provoquer fortement la corrosion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait ce qu'on appelle on fait passer de l'eau fraîche pour réduire cette salinité jusqu'à 40 mg par litre. Et en même temps, on fait travailler sur une colonne de telle sorte pour dégager le maximum de gaz et avoir un TVR normatif pour qu'on puisse injecter cette huile qui devient normative avec des caractéristiques qui peuvent être injectées dans le réseau. Il y a ce moment-là, oui. De TRC? TRC. Et une fois, c'est ça, donc on récupère une quantité pour la raffinerie, pour le besoin de la raffinerie, pour les différents produits, gasoil, essence, et ainsi de suite. Et l'autre quantité restante, on le met dans le circuit de transport vers Achoche. D'accord, merci Monsieur Marmouch Ali. Comment maintenir les performances des puits en production, Monsieur Zerib? Merci madame. Je vous en prie. Donc le maintien de performance des puits en production nécessite la réalisation de certaines opérations. D'accord. Il y a des opérations à caractère de mesure, il y a des opérations à caractère d'entretien, de stimulation et de maintenance. Donc comme l'ONSP, l'entreprise nationale des services puits, actuellement, il offre pas mal de une panoplie des opérations, ce qu'on appelle des services au puits. Donc je vais citer certaines opérations, les principales opérations. Je commence par les opérations Wireline. Les opérations Wireline nécessitent l'introduction des outils ou la descente des outils au fond du puits, moyennant d'un câble qui relie une unité qui est de mesure. Avec cette unité, on descend des unités, comme je dis, des outils de mesure. De mesurer la pression, température au fond du puits. Par exemple, avec ces mêmes unités Wireline, on fait, par exemple, de contrôle du puits, s'il y a des dépôts de sel, c'est de nettoyer le puits à ce que de vérifier les perforations, que les perforations sont débouchées et l'accessibilité du puits. Maintenant, avec les moyens de Wireline, on ne peut pas déboucher le puits moyennant l'introduction de certains outils mécaniques, on fait appel au cold tubing. C'est une méthode comme vous l'avez montré au VTR. Donc c'est un moyen, on descend avec un tube enroulé au fond du puits, qui a une autre capacité qui peut intervenir pour injecter de l'eau fraîche, pour dissoudre le sel déposé tout le long du tubing du puits, pour stimuler, comment stimuler, c'est-à-dire déboucher les perforations, injecter des produits nettoyants ou acidifiants les perforations, de maintenir ou de récupérer les performances du puits en production. Maintenant, si le cold tubing, à travers le cold tubing, si que l'opération n'est pas tellement, ça nécessite une autre opération plus lourde, on utilise ce qu'on appelle l'appareil snubbing. L'appareil snubbing, c'est un petit appareil comme l'appareil de forage, donc c'est un petit appareil qui intervient sur le puits et gardera le puits en production, sans arrêter la production de puits. C'est l'introduction aussi d'une garniture, une petite garniture à l'intérieur du tubing, et demande aussi d'injecter des produits, de nettoyer le puits. Donc c'est les trois opérations. Il y a d'autres opérations
qui maintenant... C'était en fait compte les trois opérations principales en fait. Les principales, on passe d'une opération légère qui est le one-line, moyenne c'est le Coltibig et l'appareil Snowbig qui est le plus important et qui pratiquement, après, une fois le Snowbig n'arrive pas à maintenir, pour faire, c'est-à-dire intervenir, réparer certains problèmes, c'est le walkover après, c'est un appareil de forage. Merci. Donc, toutes ces opérations sont réalisées par le personnel. Il y a un personnel qualifié de l'UNSP, qui maintenant, l'UNSP avec ses filiales compte aux environs 4500 agents entre maîtrise, cadre et tout ça, qui ont qui subissent des formations et voilà. Merci, merci à vous, M. Zerib. Alors, après le raffinage, comment s'effectue la distribution, la commercialisation des produits pétroliers sur le marché domestique? M. Rizou. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant que le produit soit distribué dans les stations-service, il y a tout un processus de distribution. Donc à la sortie des raffineries, donc vous avez ce qu'on appelle des centres de stockage primaires, donc pour l'acheminement des produits pétroliers vers les centres de stockage primaires, donc à travers soit par cabotage, soit par canalisation. Donc nous avons tout un réseau de centres de stockage au niveau du territoire national. La seconde étape, c'est le transfert de ce produit vers ce qu'on appelle des dépôts secondaires. Donc le transport se fait à travers soit le rail, soit par route. Ensuite, vous avez la distribution des centres secondaires vers les stations-service. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons au niveau national plus de 2000 stations-service. Naftal en possède près de 700. Donc par rapport à cette logistique de transport, donc il faut aussi savoir qu'il y a une demande qui est là, qui est croissante. Je donne à titre d'exemple, en une dizaine d'années, donc la demande a pratiquement doublé. On est passé de 7 millions de tonnes à 15 millions de tonnes, ce qui nécessite quand même pour assurer l'approvisionnement des investissements colossaux. Donc nous sommes sur un programme d'investissement. Alors, M. Rizou, comment sécuriser l'approvisionnement du marché national en carburant et en GPL? L'approvisionnement, donc, je dis, se fait à travers donc, des centres de stockage primaires. Donc, il y a le stockage qui se fait. Donc, il y a à la sortie des raffineries, donc vous avez un transport qui se fait soit par cabotage. Donc, il faut savoir que la majorité de la production se fait au niveau de Skikda. Donc, il y a une partie de la production du carburant, donc elle passe donc, vers le centre et l'ouest. Et pour le GPL, donc la majorité de la production se fait du côté d'Alzo, donc par capotage vers le centre et l'est. Donc il y a un transport qui se fait par canalisation et par cabotage vers des dépôts primaires. Et à travers ces dépôts primaires, donc il y a tout un réseau de distribution vers des dépôts secondaires, donc il y a un stockage qui se fait. Et suite à cela, donc il y a un transport qui se fait par voie routière et par rail bien sûr, sur le réseau station-service. Nous avons une capacité de stockage de 660 000 tonnes, donc ce qui donne une autonomie de 2 jours. Voilà. Oui. Nous sommes par rapport à l'approvisionnement, donc nous sommes sur tout le territoire national, donc nous couvrons tout le territoire national. Il faut savoir que nous assurons donc cette équation difficile d'opérateurs économiques et de services publics, acheminer les produits pétroliers sur tout le territoire national. Et la même chose pour le GPL. Donc le GPL, c'est la même chose, c'est sortie raffinerie. Donc nous avons des centres de stockage primaires, secondaires et vers les réseaux de distribution. Donc toute cette opération donc, nécessite quand même une logistique importante. D'accord. Et cela pour faire face à une consommation qui est assez importante en Algérie, en fait, comme du carburant. Nous remarquons une hausse en matière de consommation de carburant en Algérie. Oui, effectivement. Donc, si on regarde les 10 dernières années, donc la demande a pratiquement doublé. Nous sommes passés en matière de produits pétroliers de 7 millions de tonnes à 15 millions de tonnes à la fin de 2015. Donc, nous sommes
aujourd'hui devant une équation qui est à régler, c'est de répondre à cette demande croissante. Et pour cela, donc, nous avons lancé tout un programme d'augmentation de capacité de stockage. Donc nous sommes aujourd'hui à 12 jours de capacité de stockage moyenne, 12 jours, disons, moyenne territoire national. Et à travers ce programme, donc, nous pensons arriver à l'horizon 2020 à 30 jours d'autonomie en matière de capacité de stockage. Pour ce qui est du carburant, pour ce qui est du GPL, la demande elle est là, elle est croissante, mais disons-le, la croissance elle est moindre, donc 1-2% annuellement. Là aussi, donc, nous avons un projet de programme de développement. Donc nous voulons passer de 12 jours à 15 jours en matière de capacité de stockage. Selon vous, faut-il produire plus de pétrole pour répondre à la demande locale? Produire plus de pétrole, mais c'est sûr, si la demande est là, il faut produire plus. Mais vous savez, je pense qu'il y a d'autres produits qu'on pourrait utiliser, comme le GPLC. Donc, qui est quand même un produit plus abondant et qui coûte moins cher et moins polluant. Alors le GPL carburant connaît une croissance assez importante à travers le monde. L'Algérie étant un pays gazier par excellence, que prévoit Naftal pour la promotion et la généralisation de l'utilisation de ce produit, Monsieur Rizou? Eh bien, je vais vous dire une chose, 2016, ça va être l'année du démarrage du PSC en Algérie. Donc, au niveau de Naftal, donc, nous avons fait une étude, que nous avons déposée au niveau du ministère de l'Énergie. Donc, à travers cette étude, donc, nous ambitionnons, tout un programme a été arrêté. Donc, nous ambitionnons donc, de passer, donc, aujourd'hui, nous consommons à peu près 5000 tonnes de GPLC, plutôt 170 000 tonnes de GPLC par an. Donc, on convertit 5000 voitures par an. À travers ce programme ambitieux, donc, nous comptons arriver à une consommation de 3 millions de tonnes à l'horizon 2020 et une conversion de 240 000 véhicules. Donc, ce qui engendrerait une économie en carburant de 3 millions de tonnes. Et ce qui ramènerait à l'économie nationale quand même, ça diminue la consommation de l'essence. Donc nous avons estimé le gain en 300 milliards de dinars. Donc c'est une étude qui a été faite au niveau de Naftal. Nous commençons à travailler. Et déjà, je peux vous donner juste une petite information. Les statistiques que nous avons pour le mois de janvier 2016, on était en 2015 à moins 11% en matière de consommation GPLC. À la fin de janvier, on est à plus 9%. Donc il y a quand même un engouement. On tend vers le GPLC. Il faut ajouter à cela aussi les incitations du pouvoir public. Donc il y a cet avantage de ne pas payer la vignette auto. Il y a aussi une subvention des pouvoirs publics. Donc je m'adresse aux consommateurs, principalement aux transporteurs publics, notamment les taxieurs. Donc peuvent s'adresser à la PRU. Donc il y a un coût de conversion qui avoisine les 35 à 35 000 dinars, donc qui pourra être remboursé à hauteur de 25 000 dinars. Voilà, donc là c'est une incitation. Et par rapport à ça, donc nous comptons convertir une moyenne de 20 000 véhicules an. D'accord. Alors, un dernier mot, M. Mermouchali, si possible. Oui, je voudrais juste revenir par rapport au puits, parce que un puits, pour moi, c'est un être vivant. En plus des opérations qui sont là, il y a un travail des hommes et des femmes, un travail quotidien qui doit se faire pour s'assurer que ces puits produisent comme il se doit. Donc, il y a des relevés, ce qu'on appelle des relevés quotidiens, soit par des tournées pour s'assurer s'il y a des difficultés ou il y a des fuites ou le problème d'intégrité du puits est touché, soit par télémétrie. À titre d'exemple, Hassim Messoud, actuellement, on en a 10 puits, on en a 1600 puits qui sont là, dont un certain nombre c'est des puits injecteurs de gaz, un certain nombre c'est des puits injecteurs d'eau, et à peu près 1000 à 1050 puits, c'est des producteurs. Dans ces puits producteurs, la majorité, plus de 95%, disons 90%, sont reliés à la télémétrie, c'est-à-dire ces paramètres de fonctionnement arrivent. Donc, quand je disais un puits, c'est un être vivant, dans le sens où
il se bouche parce qu'avec de l'huile, généralement, il y a du sel. Et si vous allez le laisser comme ça, il se bouche et ça se complique. La durée de vie, monsieur Narmouche, d'un puits, la moyenne. Le premier puits qui a été foré en 1958, jusqu'à présent, il fort. Ça dépend où est-ce qu'il va être ce puits. S'il est bien situé en plein centre du gisement, donc il peut rester jusqu'à l'épuisement, l'abandon du gisement. Mais s'il est situé à la périphérie, à la limite du champ, il se pourrait que la durée de vie est beaucoup moindre. Ce que je voudrais dire qu'il y a un travail de suivi qui doit se faire pour s'assurer que le puits produit. Il y a des injections d'eau qu'on fait en continu avec de l'eau, par exemple. Mais quand on injecte de l'eau, elle n'est pas compatible avec l'eau du gisement. Donc, ça forme un dépôt. Donc, il faut s'assurer que l'eau qu'on va utiliser pour le dessalage soit traitée de telle sorte pour éviter ces dépôts. Par exemple, pour le cas de Hassim Saoud, on en a le dépôt de sulfate de barium. En plus, quand on fait produire, imaginez un réservoir qui produit. Et c'est pas juste quelques mètres. Imaginez plusieurs intervalles qui produisent à la fois. Ils produisent pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même perméabilité. Il faut s'assurer durant la durée de vie du puits qu'on fait ce qu'on appelle des PLT. C'est pour savoir la participation de chaque couche. Parce que par la suite, si on aura un problème d'un intervalle qui va être noyé, on sait, donc on peut anticiper sur les actions à entreprendre sur l'ensemble des puits producteurs pour préserver ces puits et avoir la durée de vie le maximum possible. Merci, M. Darmouchali. Un dernier mot, M. Zerib Abdelrahmi. Donc j'ajoute toujours nos services au niveau des puits. Donc votre question tout à l'heure, c'est quelle est la vie d'un puits? La vie d'un puits, c'est la vie du gisement, c'est comme quoi. Parce que le puits, ça se rénove, moyennant un workover. C'est ça, le puits. C'est un moyen d'extraire de l'huile du gisement en surface. C'est ça le puits. Le puits, c'est un moyen d'extraire de l'huile du gisement en surface. Par exemple, s'il a un problème sur le tubage, pendant le forage, ou un moyen de tout le tubing, on peut le rénover moyennant un workover. Workover, c'est en anglais, c'est reprendre le puits, c'est rénover les équipements du puits. Voilà. Donc il y a, sans citer, il y a plusieurs opérations, comme l'a dit M. Narmouche. Il y a des opérations de mesure, il y a des opérations de maintenance, il y a des opérations de nettoyage. On n'a cité que même pas 20% des opérations. Merci M. Zerib. Un dernier mot, M. Hosni Rizou, président directeur général de Naftal. Merci. Maintenant, on s'est attaqué au GPLC, maintenant on doit s'attaquer à la consommation du gasoil. À la fin janvier 2016, donc l'augmentation du gasoil par rapport à 2015 est de 9%. Par contre, l'essence a baissé de 8%. Ce qui fait que par rapport à ça, donc nous avons aussi notre étude que nous avons terminée et qui consiste à quoi? À travailler sur le GNC. Le GNC, c'est quoi? C'est le gaz naturel carburant. Donc substituer le gasoil par l'utilisation du GNC. Nous avons déjà une petite expérience que nous sommes en train de faire avancer avec l'ETUSA. Donc c'est d'arriver à terme à travers cette étude, donc de faire fonctionner tout ce qui est réseau de transport public par le gaz naturel carburant. Donc progressivement, sur un programme à l'horizon 2020, donc nous comptons arriver à 60% du réseau de transport public la consommation sera en GNC. Voilà. Merci. Alors merci, monsieur. Si vous me permettez, donc Naftal est une entreprise qui est près des citoyens. Donc notre préoccupation, c'est une qualité de service, c'est l'approvisionnement sans arrêt et bien sûr une qualité de service irréprochable. Voilà, et je vous remercie. Merci à vous. Merci à M. Narmouchali Djilani, directeur régional de Hassim Saoud Centrac, M. Abdelrahmi Zerib, président directeur général de l'ENSP et M. Hosni Rizou, président directeur général de Naftal. Merci monsieur. Le Centre national de dispatching gaz de Centrac, qui est situé à Hassermel, assure l'approvisionnement de tous les clients de la compagnie nationale, aussi bien au niveau national
qu'à l'international. À partir de ce complexe, le gaz naturel est transféré par gazoduc sur plusieurs centaines de kilomètres vers plusieurs destinations, vers les unités de transformation de Sonatrach que sont les complexes de liquéfaction de gaz naturel qui se trouvent au nord du pays à Arzew et à Skikda. Une fois liquéfié, le gaz naturel est expédié vers les marchés extérieurs. Le gaz est également expédié vers les centrales électriques de Sonalgaz pour la production d'électricité. Aussi, il est fait pour alimenter les foyers en gaz naturel. Les volumes de gaz naturel sont aussi transférés vers des gazoducs qui sont reliés aux gazoducs d'exportation qui se trouvent au bord de la mer Méditerranée et qui relient eux aussi l'Algérie à l'Europe à travers l'Italie et l'Espagne. Le champ gazier de Ras El-Mel, un des plus grands au monde, il comprend des puits de production, des modules de traitement ainsi que des stations de boosting afin de maintenir la pression dans les gisements. Notre équipe s'est déplacée à travers toutes ces différentes installations pour nous apporter plus d'éclairage sur tout le process adopté. Reportage Saïda Mayouf. Le champ de Ras El-Mel à la porte du désert, à plus de 500 km de la capitale Alger. Un des plus grands gisements de gaz à l'échelle mondiale. Découvert en 1956, cette vaste étendue est pour son exploitation est scindée en 3 zones bien distinctes, à savoir le nord, le centre et le sud. Entre lesquelles sont intégrées des zones de réinjection de gaz. Donc, à travers les puits producteurs de gaz que vous avez vu tout à l'heure, le gaz brut arrive au niveau des usines de traitement de gaz qu'on appelle communément modules, où le gaz est ségrégué en gaz sec, en GPL et en condensat, lesquels sont acheminés vers soit vers les centres de stockage ou vers les expéditions. Un apport substantiel en gaz devrait être apporté par le développement des champs du Sud à travers 2 nouveaux gazoducs qui sont le GR4 et le GR5. Et au niveau de Ras El-Mel, il y a des actions concrètes qui ont été donc élaborées en vue de maintenir le plateau de production aux environs de 60 milliards de standards mètres cubes an, par la réalisation donc d'un boosting ainsi que le raccordement de nouveaux puits additionnels. Point de départ, les puits de production. Nous sommes au puits Ras El-Mel 16. Il fait partie des 220 puits toujours en service dans la région. Actuellement, le puits produit du gaz à condensat. Ce gaz à condensat, c'est un gaz riche. Il est acheminé vers les modules de traitement. On a au niveau de la zone centrale 3 modules de traitement. Au niveau de la zone nord, 1 module et la zone sud, 1 module de traitement plus le CTA Sud. Le gaz produit à partir des puits producteurs est acheminé vers les modules de traitement pour une séparation. On extrait le condensat et le GPL et le gaz sec. Une partie du gaz sec est réinjectée au niveau des puits injecteurs pour le maintien de pression et la récupération du maximum de liquide, et l'autre partie des gaz secs est acheminée vers la commercialisation. Et les modules de traitement constituent un ensemble d'installations conçues pour permettre un traitement spécifique du gaz, condensat et GPL, conformément à un procédé répondant aux spécifications commerciales. Pour ce faire, des stations de boosting ont été créées à partir de 2003, répondant ainsi à une nécessité impérieuse dictée par une baisse de pression dans les gisements. Le boosting était une opportunité incontournable pour permettre d'élever la pression d'arrivée des gaz des puits jusqu'à une pression 102 bars, qui est la pression nécessaire pour le traitement au niveau des modules de traitement de gaz. En assurant la consommation nationale en matière de gaz, en approvisionnant les centrales électriques, mais aussi en se tournant vers l'exportation, le champ gazier de Ras El-Mel, un des plus importants sur l'échelle planétaire, demeurera à jamais la fierté de l'Algérie. Et la fierté de l'Algérie, c'est également tout ce personnel déployé et ces techniciens de tableau dans la salle de contrôle utilisant le système numérique qui demeure d'une extrême vigilance. Pilotage et monitoring constituent leur mot d'ordre. Collaborer avec les opérateurs extérieurs
pour contrôler les paramètres à l'extérieur. Donc, ici, on reçoit des signaux, on reçoit des paramètres, on peut exécuter des opérations, mais toujours on a besoin d'être en collaboration avec l'équipage. Le volet formation n'est pas en reste dans tout ce process. De jeunes universitaires fraîchement diplômés dans les filières y afférentes bénéficient d'une formation pratique, une manière on ne peut plus fiable pour assurer la relève. Surtout le côté pratique, parce que la théorie on a eu ça à l'université, mais ici on est bien intégré au milieu professionnel. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Sans conteste, la mise en œuvre de cette énergie repose sur la maîtrise technique de l'ensemble de la chaîne gazière qui va de l'extraction aux utilisateurs en passant par le stockage, le transport ainsi que la distribution. Et pour répondre à nos questions, avec nous M. Hamid Ahmani, directeur général chargé de la stratégie de la prospective au ministère de l'Énergie, M. Mekli Lahouel, chef département exploitation Hassermel, et M. Liasaha, journaliste spécialisé en questions énergétiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment est organisée la collecte du gaz naturel vers le centre, M. Mekli? Donc, une fois le gaz naturel a subi un traitement au niveau des unités de traitement, de toute la chaîne de production gaz, de la division production, à partir de la zone d'Al-Ghar jusqu'à Hassermel, tous ces gaz sont collectés et dirigés vers le centre national de dispatching gaz. Donc, c'est à ce niveau que le CNDG, qui appartient à l'activité transport, permet le dispatching de gaz vers les clients nationaux, c'est-à-dire vers notre client principal, c'est Sonelgaz, donc pour la consommation dans les centrales électriques et la consommation domestique en gaz combustible. Donc pour l'autre partie, c'est du gaz qui est expédié vers l'étranger via des gazoducs. Donc en l'occurrence les gazoducs dédiés pour l'Espagne et l'Italie. Donc il y a un autre client important qui appartient à l'activité aval, donc c'est la liquéfaction. Donc il y a des gazoducs qui acheminent le gaz produit vers ces unités de liquéfaction gaz. Donc je rappelle un petit peu le processus de traitement de gaz. On a des spécifications contractuelles de gaz à respecter pour qu'il soit transporté dans les ouvrages de transport. Donc il doit avoir un point de rosée hydrocarbure de moins 10 degrés centigrades à une pression de 80 bars et une humidité de maximale de 10 ppm, 10 parties par million, et un pouvoir calorifique qui varie entre 9350 jusqu'à 9450 kcal par standard mètre cube de gaz. Donc le gisement de Hassermel est parmi les plus importants gisements en Algérie, donc c'est lui qui contribue en grande partie pour la production. Donc les autres champs de l'extrême sud qui donnent une quantité non négligeable aussi, avec le plan de développement actuel sur les autres champs du sud-ouest, donc ça va ramener un apport supplémentaire dans les années à venir, peut-être à partir de 2017. Donc je rappelle que le gisement de Hassermel il reste toujours un grand gisement, malgré un déclin de pression, mais Sonatrach a mis les conditions opératoires appropriées pour extraire d'autant le gaz. Donc en l'occurrence le boosting qui a démarré, boosting phase 2 qui a démarré en 2007, donc ça nous a permis de maintenir un plateau de production donc pour satisfaire les besoins de nos clients, soit étrangers ou nationaux. Donc actuellement Sonatrach est en train d'étudier un nouveau projet Boosting 3 qui va être le boosting du boosting actuel, donc dans le but de préserver le plateau de production actuel, dans le but d'honorer les futurs contrats avec nos clients nationaux et internationaux.
Merci. Voilà, en bref, toute la chaîne de gaz de la division production. Merci, monsieur Mekli. Alors, le Centre national de dispatching gaz, CNDG, a été créé en 1985. Deux principales missions lui sont attribuées, à savoir la collecte de la totalité du gaz algérien d'une part, ainsi que son acheminement par canalisation vers les centres de consommation en Algérie, mais aussi à l'étranger d'autre part. Comment fonctionne cet établissement? Quels sont les mécanismes employés? Éléments de réponse dans ce reportage de Saïda Mayouf. Nous sommes au Centre national de dispatching de gaz CNDG à Hassermen, un centre mis en service en 1985 et comptant parmi les installations névralgiques de l'activité transport par canalisation TRC de la Sonatrach. Sa mission principale, collecter la totalité du gaz naturel algérien en provenance des sites de production en vue de son acheminement par canalisation, gazoduc de 24 à 48 pouces de diamètre vers les centres de consommation, de transformation, à savoir les complexes de liquéfaction GNL, ainsi que vers l'exportation. Nous avons des gazoducs appelés JR1, JR2, JR4 et JR6 en construction qui collectent le gaz qui se trouve sur le grand erg oriental. Donc le grand erg oriental, c'est les frontières algéro-libyennes, il passe par le Haoud Dames, puis on passe par Hassim Saoud et on arrive jusqu'à Hassermel, 6000 km. Et nous avons une collection sur le grand erg occidental. Il se trouve au sud-ouest de l'Algérie. Nous avons le gazoduc JR3 et en construction le gazoduc JR5 qui va jusqu'à Argan, de Hassermel à Argan, sur une distance de 761 km. Toute cette collecte arrive au CNDG. Et bien entendu, nous avons à proximité de CNDG le fameux, le grand et le plus ancien gisement de production de gaz Hassermel, qui injecte sa production au CNDG. Des installations imposantes où chaque ouvrage est équipé d'un banc de comptage multirang pour déterminer les quantités expédiées vers les différents clients. La régulation de pression ou du débit au niveau des terminaux arrivés des gazoducs demeure d'une précision sans faille. Des travaux de remise au niveau du système de comptage en vue de l'approprier au système de comptage transactionnel. Ce système signifie la précision des quantités à transporter vers les différents clients. Donc c'est la précision, essentiellement c'est la précision, en vue de son acheminement vers le nord algérien pour la distribution, pour les GNL et pour l'exportation vers l'étranger, à savoir l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Le CNDG est également cette grande maîtrise des technologies de pointe. Depuis cette salle de contrôle, tout le process est suivi avec une extrême minutie. Et c'est à partir de la salle de dispatching, cœur du système, que sont pilotés tous les flux de gaz sur le réseau transport. À ses commandes, une équipe qui fait de la vigilance sans fer de lance. Nous avons sur une longueur de 970 km de longueur de gazoduc, sur deux gazoducs GR1 et GR2, et on a un autre qui s'appelle le GR4 qui a une longueur de 530 km. Le point de départ de ces deux gazoducs, c'est Al-Rar, et le troisième gazoduc, le GR4, il prend son départ à partir de Roudous. Bon, tout le long de ce gazoduc, il y a ce qu'on appelle des injecteurs, des producteurs et des souterrains. Le point de départ à proximité de la frontière libyenne, c'est le champ d'Al-Rar. Après ça, Al-Rar, il y a d'autres champs qu'on appelle le groupement TFT, c'est des associations. L'ancienne DP aussi de TFT. Au niveau de Wanat, il y a le Tigunturin qui injecte le fameux champ de Tigunturin.
Autre lieu stratégique contribuant effectivement à renforcer le transport du gaz naturel au niveau national, le site RC4, ou 4e station de compression de gaz. RC4, c'est la 4e station de compression de l'ouvrage GR1-GR2. Sa mission principale, c'est d'accepter, de refouler le gaz vers le centre national dispatching gaz. Et de là, vers la consommation nationale et vers l'Europe, que ce soit vers l'Italie ou vers l'Espagne. Et comme il fallait faire face à une demande sans cesse croissante en matière de gaz, mais aussi aux exigences de qualité, une station de compression de gaz GR7 est en cours de réalisation. Ce gazoduc va de la zone de Regan, Kreshba, vers Hassermel. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année en cours. Monsieur Dahmani, quelle est l'évolution de la croissance de consommation du gaz naturel en Algérie? Merci madame. Donc avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler quelques éléments déterminants de cette consommation de gaz. Si on prend la période de 2000 à 2015, nous voyons que nous avons eu une croissance démographique, nous avons eu une croissance économique soutenue, et nous avons les chiffres qui nous confirment cela. Nous avons eu aussi une amélioration du niveau de vie, une amélioration de la qualité de vie, une amélioration des taux d'occupation des logements, et tout ça s'est traduit par une forte consommation énergétique, tout produit confondu. On est passé de 32 millions de tonnes équivalent pétrole en 2000 à 58 millions de tonnes équivalent pétrole en 2015. Donc toute forme d'énergie confondue. Parmi cette consommation d'énergie nationale, le gaz naturel prend une part importante puisqu'on est passé en 2000, on était à 20 milliards de mètres cubes. On est passé l'an dernier à presque 40 milliards, 39 milliards et demi, comme ça, 40 milliards. Donc on a doublé sur une période de 15 ans, ce qui donne un taux d'accroissement annuel de près de 5% par an. Cette consommation, donc cette tendance de croissance de 5% par an a été induite par l'activité économique quand on regarde la consommation des industries, la consommation de gaz naturel des industries, elle a été aussi importante, mais elle a été aussi importante pour les besoins de la génération d'électricité, et elle a été aussi importante pour la consommation des ménages et la consommation finale de gaz naturel, et notamment la consommation des ménages qui ont connu un très fort taux d'accroissement durant cette période, qui a été le taux d'accroissement le plus élevé durant cette période. Donc on voit que ça, on a connu une très forte augmentation de consommation de gaz. Parallèlement à cela, cette consommation domestique de gaz a été tirée aussi par l'augmentation du nombre de foyers qui a été alimenté en gaz. En 2000, nous avions à peu près 1 400 000 foyers ou consommateurs de gaz basse pression. Ce 1 400 000 est passé à 4 600 000 l'an dernier. Donc il a plus que triplé. Donc si vous imaginez l'ampleur, on a alimenté 3 200 000 foyers en 15 ans. Ça fait un rythme de 200 000 foyers par an. Si vous prenez un taux d'occupation des logements d'à peu près 5 personnes par foyer, et si vous avez 3 200 000 foyers qui ont été alimentés, ça veut dire que vous avez quelque chose comme 16 millions de personnes qui ont eu du gaz. C'est énorme. Et donc ça a été un des effets bénéfiques de notre politique énergétique, d'apporter l'énergie à tout le monde, assurer l'accès à l'énergie à toute catégorie de notre population. Voilà un peu quelques grands chiffres sur la consommation de gaz. Si vous permettez, cette même tendance, donc la consommation de gaz a aussi alimenté l'électricité. L'électricité aussi, on est passé de quelques 4 millions et demi de clients en 2000 à 8 millions et demi de clients en 2015. Donc on a, comme pour le gaz naturel, on a alimenté
4 millions de clients, 4 millions de foyers, ce qui donne quelque chose comme 20 millions de personnes qui ont aussi été raccordées à l'électricité durant cette période de 15 ans. Donc vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, merci. Merci. Elias Sahar. Moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est que en plus des données que M. Dahmani a exposées, il faut s'attendre à une plus grande augmentation de gaz à l'avenir. Je m'explique. Bon, s'il y a quelques années, la croissance de la consommation était de 5%, ce qui fait qu'on est passé, par exemple, entre 2004 et 2014 à une croissance de 70% pour 37 et quelques milliards de mètres cubes. Là, avec l'entrée en production, par exemple, d'unités pétrochimiques, et aussi de nouvelles industries qui commencent à apparaître, la croissance de la consommation est passée à 8%. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2015, on va se retrouver avec une consommation de 40 milliards de mètres cubes. Et il faut savoir que cette augmentation de la consommation interne, qui est bénéfique pour les citoyens, puisqu'elle ramène le confort à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de régions qui souffraient de la pénurie de gaz butane, etc., qui ont maintenant ce qu'on appelle le gaz de ville. Il faut savoir qu'il y a cette augmentation de la consommation interfère sur les volumes exportés, puisque avant, au début des années 2000, si on exportait 60 et on consommait 24, maintenant on consomme 40 et on exporte 44. D'où la nécessité, je pense que c'est le groupe Sonatrach qui est conscient de cela, d'où la nécessité de booster la production, parce que la demande va augmenter. Il y a aussi l'objectif de l'Algérie de maintenir ses parts de marché à l'extérieur, parce que l'Algérie a encore besoin d'exporter les hydrocarbures pour financer le développement. D'où la nécessité non seulement de booster la production de gaz, parce que la production actuelle ne suffirait pas à répondre. Si on reste actuellement dans cette production, dans 10 ans, on risque de ne plus avoir, on risque d'avoir très peu de volume à exporter. Il y a la nécessité de booster la production de gaz. De booster la production nationale pour répondre à la demande nationale et internationale. Et sur ce plan-là, comme l'Algérie est considérée comme un pays gazier, tout le monde sait que l'Algérie dispose d'un potentiel extraordinaire, que ce soit en gaz conventionnel ou bien non conventionnel. Il y a la nécessité de développer. Il y a de nouveaux gisements qui vont entrer en production. Mais je pense que ces gisements vont surtout maintenir le plateau, c'est-à-dire maintenir le rythme de la consommation interne et des volumes à exporter. Mais il faut penser encore à plus tard, à 2030, à 2040. Il y a la nécessité d'investir beaucoup pour le gaz, parce qu'il existe, mais il faut le trouver, il faut investir. Il y a aussi le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est vrai que les gens n'aiment pas parler maintenant, mais on arrivera à un moment où l'exploitation du gaz de schiste deviendra incontournable. Il faut peut-être espérer que d'ici là, la technologie va évoluer, qu'il y aura moins de problèmes au niveau de l'environnement. L'autre alternative à Saha, c'est les énergies renouvelables. La centrale électrique hybride, première du genre à l'échelle nationale, produit de l'électricité grâce à son cycle combiné solaire-gaz. Sa capacité de production est de 150 MW. Elle est implantée à Hassermel, à 120 km au sud de la Rouat. Le choix du site n'est guère fortuit. Reportage Saïda Mayouf. Avec un taux d'ensoleillement qualifié pour être l'un des plus élevés dans le pays, la région de Tilarmit, à 25 km au nord de Hassermel, était le site idoine pour construire une centrale électrique hybride solaire-gaz, première du genre à l'échelle nationale. Une manière judicieuse pour l'Algérie d'étayer la part du renouvelable dans son bilan énergétique. Hassermel étant non seulement un gisement de gaz, mais aussi un gisement de soleil. C'est du fait qu'il possède un taux d'ensoleillement les plus élevés en Algérie, après celui de Ain Salah. En plus, une autre particularité, c'est qu'on récupère les eaux usées traitées au niveau de la station d'épuration de Hassermel pour les transformer en vapeur. Et on revient au schéma classique de production d'électricité avec la vapeur. Donc il y a une turbine à vapeur qui transforme l'énergie de l'eau en énergie électrique.
de production de gaz? Alors cette centrale produit donc 150 mégawatts et l'électricité produite est réinjectée dans le réseau de Sonelgaz. Fruit d'un partenariat algéro-espagnol, Solar Power Plant 1 ou SPP1 produit de l'électricité à partir de deux sources d'énergie, le gaz naturel et le solaire. Elle marquera ainsi le premier cycle déployé loin de la côte grâce à une technologie de refroidissement de la vapeur par des aérocondenseurs. La particularité de l'SPP1, c'est que c'est la première centrale qui est construite loin du littoral utilisant le cycle combiné. Donc son apport est très important au niveau de par rapport à la production d'énergie électrique pour le pays, dans la mesure où les 150 MW sont injectés dans le réseau national sur le gaz. Cette infrastructure imposante et avec ses différents départements demeure une source énergétique alternative et propre, couvrant une surface de plus de 60 hectares où 224 collecteurs solaires y sont implantés d'une longueur de 150 mètres chacun. Elle est composée de 3 turbines, donc 2 turbines à gaz classiques de 40 MW et une turbine à vapeur de 85 MW. La particularité de la centrale, c'est qu'au niveau de la turbine à vapeur, une partie est produite par l'énergie solaire. C'est la particularité de la centrale hybride. La partie solaire est essentiellement composée donc de deux champs, nord et sud, d'une superficie totale de 18 hectares. Nul doute, cette centrale mixte et grâce à l'utilisation du solaire thermique comme énergie électrique permet, et outre l'économie d'importantes quantités de gaz naturel, de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, autrement inévitables en cas d'utilisation de modèles classiques de centrales. Avec une superficie totale de 18 hectares, ces immenses miroirs paraboliques et via un système combiné contribuent on ne peut plus efficacement à générer de l'électricité. Un plan national de développement des énergies renouvelables pour la production d'électricité a été décidé par le gouvernement. Que va-t-il apporter de nouveau par rapport à l'utilisation du gaz naturel, Monsieur Dahmani? Merci madame. Donc vous venez de nous faire passer le film qui rappelle que SPP1 a été inauguré en 2011 et c'est l'année où le gouvernement avait adopté un premier plan de développement des énergies renouvelables qui a été mis à jour et enrichi en 2015. Ce plan enrichi et mis à jour prévoit donc 22 000 MW à l'horizon 2030 de capacité, ce qui devrait donner quelque chose comme 27% de la production d'électricité d'origine renouvelable. Ce plan réalisé à cet horizon permettra d'économiser quelque chose comme 300 milliards de mètres cubes de gaz sur cette période. Quand vous imaginez qu'on nous consommons aujourd'hui 40 milliards, donc c'est l'équivalent de 8 à 9 ans de consommation annuelle actuelle. Donc d'économie de gaz naturel qui peut être consommé, allonger la durée de vie de nos réserves ou bien l'exporter, ou bien c'est des économies nettes d'énergie. Et parallèlement, c'est des économies aussi des évitements d'émissions de gaz à effet de serre, puisque ce gaz qui n'a pas été brûlé sera remplacé par une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Voilà. Donc pour la mise en œuvre de ce programme, aujourd'hui nous avons des installations outre qu'SPP1 qui nous donne aujourd'hui quelque chose comme 80 mégawatts et un peu plus de 300 mégawatts sont en cours de réalisation et devraient être terminés cette année. Donc vers le milieu de cette année, on devrait avoir une capacité installée fonctionnelle d'à peu près un peu plus de 400 mégawatts d'énergie renouvelable. Ouais. Donc que ce n'est pas, même on est dans la phase, disons, de lancement de notre programme, c'est déjà 400 mégawatts qui seront opérationnels. Et en attendant le programme à moyen terme sur lequel je reviendrai dans un moment. Voilà. D'accord.
Monsieur Sahar? Alors, pour ce programme, il faut rappeler que la philosophie qui a présidé au développement de ce programme, c'était d'utiliser toutes les potentialités qui peuvent permettre de produire de l'énergie, que ce soit l'énergie pour l'électricité, le transport, etc. Or, il n'y a pas que, comme on dit, l'Algérie dispose a du gaz et du pétrole, mais elle a aussi une richesse que beaucoup de pays n'ont pas. C'est l'extraordinaire taux d'ensoleillement, que ce soit en matière, que ce soit au niveau de la surface ou bien au niveau de la valeur énergétique. Et là, les énergies renouvelables, ce n'est pas comme on dit, un caprice, ou bien c'est un moyen de développer un mix énergétique qui permet d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Pourquoi? Parce qu'on considère que les énergies fossiles, il arrivera un moment où les énergies fossiles ne répondront pas aux besoins. Donc il faut préparer des relais, ce qu'on appelle la transition énergétique. Il y a aussi l'autre aspect environnemental. Maintenant, tout le monde sait que les énergies fossiles sont polluantes. Or, les énergies renouvelables, que ce soit le soleil, l'éolien, la géothermie, sont considérées comme des énergies propres. Sur le plan économique, elles sont créatrices d'emplois, par exemple. Et là, on revient à l'actualité. Récemment, il y a un accord qui a été adopté sur le climat par la COP21. Et je crois que le programme algérien rentre bien dans ce qu'on appelle ce consensus qui a été accepté par près de 200 pays. Et le programme des énergies renouvelables, pas uniquement les énergies, il y a aussi l'efficacité énergétique, rentre un peu dans cette transition. On peut dire que l'Algérie va entamer sa transition réelle énergétique à partir de 2020, année où la communauté internationale doit commencer à appliquer ce programme. Et là, pour compléter ce qu'a dit M. Dahmani, il y a les 400 mégawatts qui sont à court terme, mais il faut savoir que le plan d'ici 2020 doit donner 4500 mégawatts d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, il y a le soleil, l'éolien, il y a le solaire thermique, il y a la géothermie, il y a la cogénération, il y a 6 capacités, 6 manières de développer de nouvelles sources d'énergie. Et là même des pays qui sont très riches en gaz et en pétrole vont vers les énergies renouvelables, comme les pays du Golfe. Sur un autre plan, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que il y a un aspect très important qu'on retrouve. Bon, il y a la production d'électricité qui sera de 27%. Il y a un autre aspect très important, c'est dans le domaine du transport. Les gens, on ne connaît pas encore l'utilisation du gaz naturel pour véhicules. Bon, il y a M. Rizou qui a parlé de l'expérience avec l'UTESA. Il faut savoir que de grands constructeurs automobiles maintenant commencent à fabriquer des véhicules qui roulent au gaz naturel. Voilà. Et le gaz naturel, c'est-à-dire le gaz que vous allumez, qui rentre chez vous, que vous allumez, le gaz de ville, c'est celui-là qui va faire, il n'a pas besoin d'être transformé pour faire rouler le véhicule. Le problème, c'est un problème de surface. Donc, les autorités devraient penser sérieusement à ce créneau-là, en plus du GPL. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gaz. Donc, on peut développer ce gaz naturel pour véhicules. Ça coûtera plus cher, mais on gagnera parce qu'on va économiser du pétrole, on va gagner pour l'environnement. Le pétrole qui est brûlé en essence peut servir à autre chose, il peut être exporté. Et là, il y a beaucoup de pays qui sont en train, des pays développés, qui sont en train de faire évoluer le secteur du transport par le gaz naturel. Il y a le véhicule électrique aussi, attention. Quand on parle du solaire, si le solaire nous permet de donner l'électricité, pourquoi ne pas faire fonctionner le véhicule électrique? C'est dans 15 ans, en France, ça commence à se développer, il faut pas, ça va venir très rapidement. Merci Lies. Alors, dernière question. Quelle est la politique de promotion de l'État pour le développement des énergies renouvelables, M. Dahmani? Merci Madame. Je voudrais juste reprendre sur ce que vient de dire Lies. Pour le gaz naturel carburant, nous avons aussi un programme ambitieux qui devrait nous permettre d'avoir une flotte
importante de bus roulant au gaz naturel carburant. Ce que nous prévoyons, c'est à peu près 10 000 et 10 000, 10 000 véhicules neufs et 10 000 véhicules à convertir au gaz naturel, ce qui devrait donner nos ambitions d'avoir quelque chose comme 10% du parc qui peut être transformé qui peut rouler au gaz naturel, c'est-à-dire essentiellement les bus, 10% qui devraient rouler au gaz naturel carburant à l'horizon 2030. Donc c'est déjà engagé, on est en phase initiale, mais l'objectif est là et les mesures sont en train d'être prises en charge, pour pouvoir réaliser cet objectif ambitieux, donc qui nous permettra donc de réduire la pollution en ville et donc d'améliorer la qualité de l'air, notamment dans les villes. Pour revenir au cadre institutionnel et juridique et fiscal de promotion des énergies renouvelables. On avait parlé de 4 500 véhicules, 4 500 mégawatts à l'horizon 2020 et donc 22 000 à l'horizon 2030. Mais il y a un cadre qui a été mis en place à cette fin. Je citerai donc la réglementation qui permet par exemple un tarif d'achat garanti. D'accord. Donc c'est un système classique qui permet d'acheter l'électricité produite à partir des énergies renouvelables à un prix qui permet d'assurer la rentabilité du projet, qui est bien supérieur au prix du marché actuel. Donc ça, c'est une forme d'encouragement très très importante qui est mise en place. À cette fin aussi, nous avons mis en place des fonds de promotion des énergies renouvelables. Le premier a été mis en place en 2009, donc alimenté par des ressources provenant de la fiscalité pétrolière. Quelque chose comme 1% de la redevance pétrolière va alimenter ce fonds. Et tout récemment, nous y avons rajouté d'autres ressources, notamment à travers la taxe sur les gaz torchés. Un peu plus de 50% des revenus de cette taxe, qui a été instituée par la loi de finances de cette année 2016, ira alimenter ce fonds de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et donc, pour revenir un peu à la conférence de Paris sur le changement climatique et à la préservation de l'environnement et au développement durable, je dirais que l'Algérie a, à sa façon, mis en œuvre cette politique avec une vision de développement durable. Nous prenons des ressources qui sont générées par des ressources financières qui sont générées par la production d'hydrocarbures, donc des ressources épuisables, et que nous utilisons pour promouvoir la production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui sont, elles, durables et inépuisables. Donc, où on traduit ces revenus vers des sources qui assurent un développement durable et en même temps elles permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc cette vision est prise en charge, on répond à nos besoins énergétiques et aussi on répond à nos besoins de promotion, de préservation de l'environnement. D'accord. Un dernier mot, monsieur Elias. Je voulais ajouter quelque chose. Il faut savoir que le gaz naturel est considéré dans le monde entier, même après les résultats de la COP 21, comme l'énergie de transition. Pourquoi? Parce qu'il est plus propre que le charbon ou le pétrole. Il faut savoir qu'il y a des pays très développés qui utilisent le charbon, malgré les discours qu'ils font sur l'environnement, parce que c'est moins cher, etc. Le gaz est considéré comme une énergie de transition. L'Algérie est un pays gazier. Il faut continuer à aller vers le gaz parce que historiquement l'Algérie a développé l'utilisation du gaz. C'est par exemple le taux de production d'électricité par le gaz est l'un des plus forts dans le monde. Le taux de pénétration du gaz naturel aussi est l'un des plus forts. Mais sur un autre plan, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, tout ce que la COP 21 a décidé, on appelle ça l'économie verte. Et le grand apport de cette économie verte, c'est l'emploi. C'est-à-dire que le développement de cette économie verte vers laquelle il faut aller peut créer beaucoup d'emplois. Elle créera plus d'emplois que les hydrocarbures, par exemple, qui sont considérés comme très capitalistiques. Merci, Yassaha. Un dernier mot, monsieur Mekil Houel. Donc,
avec l'augmentation de consommation qu'a évoqué mon collègue tout à l'heure, etc. Donc la division production est en train d'entreprendre des actions pour satisfaire le marché, je répète, le marché national et éventuellement le marché international en gaz naturel. Vu la qualité de notre gaz naturel qui répond aux spécifications requises, donc notre gaz, et avec l'exploitation de nouveaux gisements, surtout au sud-ouest, donc qui vont incessamment démarrer, donc ils vont ramener un apport supplémentaire pour la quantité afin de satisfaire les besoins de nos clients. Et merci madame. Merci monsieur. Un dernier mot monsieur Dahmani. Merci madame. Je voulais reprendre sur ce que vient de dire Lies, et de rappeler que l'Algérie a lancé la promotion de l'utilisation du gaz naturel il y a très longtemps. On a généralisé l'utilisation du gaz naturel ainsi que les GPL à partir du début des années 70. Donc nous avons commencé à répondre à préserver l'environnement bien avant que cette question ne devienne à la mode et que devienne une préoccupation mondiale aujourd'hui. Pour revenir à notre programme de développement des énergies renouvelables, je voudrais aussi insister sur un volet très important que nous n'avons pas abordé de manière suffisante à cette occasion, c'est nous voulons développer les énergies renouvelables, pas uniquement pour avoir de l'énergie, mais aussi l'utiliser comme un vecteur de développement de notre industrie. L'objectif ultime, c'est de développer les énergies renouvelables, de produire de l'électricité verte, mais aussi de la produire nous-mêmes. Donc de développer une industrie des équipements, une industrie de pièces de rechange, du savoir-faire, acquérir la technologie de façon à créer toute une industrie nationale des énergies renouvelables, donc, et de créer de l'emploi et du développement. C'est aussi un vecteur très très important, un volet très important de notre programme des énergies renouvelables sur lequel je voulais insister. Merci. Merci M. Dahmani. Merci à vous. Ainsi, nous arrivons au terme de notre émission. Je tiens à remercier tous nos invités qui se sont succédés sur nos 3 plateaux. Merci pour vos réponses. Un grand remerciement aussi pour Sonatrach et toutes ses filiales, l'ENAGEO, l'ENAFOR, le NTP, le NSP Naftal, ainsi que le ministère de l'Énergie. Merci également à l'équipe rédactionnelle de Canal Algérie et à l'équipe technique. Merci et bonne soirée.